Allez, salut tout le monde. Premier épisode de la série Stéréotypes. Et pour commencer cet premier épisode, je souhaitais briser le premier cliché. On s'attendait certainement à ce que je rencontre un athlète. Bon, c'est un petit peu le cas. Mais c'est avant tout un artiste qu'on va voir ce soir, puisque je suis avec Hermès Fury, auteur, compositeur, interprète, donc connu sur la scène montpelliéraine. Et avec lui, on va voir quelques clichés qu'on peut retrouver dans le milieu artistique, par exemple. On va discuter de ça. Et pour mieux connaître Hermès Fury, je vous laisse regarder quelques extraits. C'était au Willy Carter Sharp, et c'était avec les Flying Jaguars, puisque aujourd'hui tu tournes avec les Flying Jaguars, un groupe de reprises, mais avant ça tu étais le frontman de Kusai No Smokes. Exactement. Donc au Willy Carter Sharp, c'était il y a quelques jours. Voici quelques extraits. Alors, maintenant c'est un petit peu la phase d'entretien, puisque bon, on va pas se cacher. Alors, moi, avec les universitaires, j'ai tendance à dire que méthodologiquement, évidemment, il faut le vouvoiement et autres, mais là, on n'est pas à l'université et on se connaît. Donc, ça va être le tutoiement. Et lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, on parlait plus de sport. Et tu m'avais tu m'avais répondu quelque chose qui m'a marqué. Tu m'avais parlé du sentiment que tu avais lorsque tu rentrais dans la cage, puisque tu es aussi pratiquant, tu as pratiqué des arts martiaux, notamment le mixed martial arts. Et tu m'avais dit, lorsque tu rentres dans la cage, ce que tu ressens est aussi intense que lorsque tu es sur scène et lorsque tu faisais l'amour. Donc, c'est vrai. Tu as pris ta retraite sportive, tu as arrêté la compétition. Pendant un moment, tu n'as pas fait de scène. Aussi. Non, ces 3 dernières années, on va dire, un peu avant le confinement, déjà, j'avais grand besoin de faire une pause énorme sur la musique pour me retrouver. C'est un peu un cliché, c'est un stéréotype de dire ça, mais c'est un stéréotype qui a du sens, parce que je devenais, après avoir tourné toutes ces années avec mon groupe Kusai No Smokes, je devenais une caricature de moi-même. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai blessé des gens que j'aimais, et je me suis beaucoup blessé moi-même. Et voilà, il était temps que je prenne du recul, que je me taise, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que même j'ai coupé les ponts avec certaines personnes, je me suis beaucoup isolé, j'ai passé beaucoup de temps seul, beaucoup de temps dans mon garage à taper sur mon sac. C'est une de mes formes de méditation, tu vois, et de réflexion. Et petit à petit, par le biais d'un ami, je suis revenu à la musique avec ce nouveau projet que j'avais déjà en tête depuis longtemps, et j'avais ce nom en tête, Hermès Fury. Il y avait un sens profond pour moi à ce nom. Je voulais le faire vivre, ce personnage. Et justement, je voulais que ce personnage scénique ou artistique, tu vois, il n'ait pas le même nom que moi, pour que je puisse cloisonner. Kusai, c'est moi dans la vie de tous les jours, et quand je suis sur scène ou quand je chante, c'est Hermès Fury. Ça me permet vraiment finalement, Hermès Fury, c'est juste une version exacerbée de moi, dans le bon comme dans le mauvais, et je l'exprime sur scène. Ça me permet d'être un peu plus raisonnable en dehors. Alors du coup, cette période, pas de fight, pas de scène. J'espère qu'au niveau cul, ça...
Ah ouais, on est sur ce genre de questions. Ok, Ouais, non, ouais, ça parce allait que moi, bien. j'ai ta réponse qui résonne encore depuis quelques années. Donc je m'inquiète un petit peu sur ta Non, période. non, non, ouais, ça va, ça va. Il s'avère que j'ai beaucoup de chance donc à ce niveau-là. Donc non, non, il n'y avait pas de... Donc, pas de dépression. Bah, si, je pense que comme une forme de dépression. Je pense que c'est... On anticipe une question là. D'accord. Ouais, parce que artiste, tu composes, tu es auteur. On a des grands artistes connus, 13 Nord, même Damien Saez ici, où beaucoup de chefs-d'œuvre naissent quand même un petit peu de périodes difficiles. Je pense même qu'une œuvre, en tout cas musicale, un morceau qui bouleverse les gens, il peut pas être écrit dans un moment de joie. À part sur cette musique, on va dire, la musique McDonald's, là, les gens, les faiseurs de tubes, tu vois, qui vont avoir certaines... mais un tube, c'est un tube. C'est-à-dire que c'est le truc que Disney, voilà, tu vas l'écouter en boucle quand il sort, parce qu'il te met en joie, il te met bien, ou tu l'entends en soirée, tout ça. Puis ensuite, tu vas le kiffer juste en soirée. C'est pas le morceau que tu vas écouter en boucle chez toi, dans les jours où tu vas mal, et qui va te permettre de traverser... quelle que soit l'émotion douloureuse que tu traverses, tu vois. En tout cas, pour ma part, et je pense que c'est pour beaucoup de gens la même chose, il y a des morceaux, il y a des chansons, elles vont t'accompagner dans des moments de vie, tu vois. Ça va être la bande originale de ta vie, en fait. Et la musique, c'est un des plus vieux arts du monde. Depuis que l'homme est homme, il fait de la musique. Et il exprime son vécu, il exprime ce qu'il traverse et il véhicule ses émotions pour les autres. Il y a un proverbe, je crois que c'est un proverbe sénégalais, qui dit il y a deux genres de musique. Il n'y a que deux genres de musique. Celle qui parle de la bouche à l'oreille et celle qui parle du cœur au cœur. Et souvent, les morceaux les plus forts parlent du cœur au cœur parce qu'ils parlent de choses qui sont profondes et universelles. Donc au niveau de ton inspiration, tu le sens, c'est dans ces phases un petit peu parfois difficiles que ça te rend plus créatif? Alors, ça dépend, ça dépend. Et alors, surtout, j'ai changé ma manière de considérer le processus créatif. Pendant longtemps, j'écrivais que quand je me sentais inspiré, jusqu'à ce que je comprenne que l'inspiration, c'est comme le cerveau et les muscles, ça se travaille. Et que si je veux être meilleur dans mon écriture, si je veux écrire de belles chansons, bah, il faut que je les travaille, quoi. Il faut que je m'entraîne tous les jours. Donc maintenant, j'écris tous les jours. 99% de déchets, ou de ce que je considère comme étant des déchets. Et puis, il va y avoir 1% qui me prend et où je me dis, tiens, là, j'ai quelque chose. Et là, par exemple, en ce moment, je suis en train d'écrire une chanson. Je sais que cette chanson-là, elle va pas venir toute seule, elle va pas sortir toute seule. Elle va me prendre 1 mois ou 2 avant que j'en sois vraiment satisfait. Dans le possible, tu vois, de la satisfaction. Mais elle va me prendre, à mon avis, environ 1 mois. Et encore, je sais pas, si ça se trouve demain, j'aurai tout qui sera là. Mais j'aime vraiment cette chanson, j'aime vraiment ce que j'ai réussi à aller chercher dedans. Et je sais pas comment expliquer. Pour moi, les plus belles chansons, et celles que moi j'écoute, des fois j'entends une chanson pour la première fois et je me dis waouh, elle est parfaite cette chanson. Elle est parfaite. Et puis elle va tellement m'obséder que je vais l'écouter. C'est comme si j'enregistrais. C'était John Frusciante, le guitariste des Red Hot, qui en parlait de son processus créatif à lui, où il disait quand je suis obsédé par une musique, je l'écoute en boucle, j'essaye de la reprendre, de l'apprendre par cœur. Tu as dit le mot, l'obsession, ouais. Oui, clairement. Et quand tu l'apprends par cœur, après c'est stocké, tu vois. C'est stocké dans ton cerveau. Et un jour, cette émotion-là, bah, tu vas pouvoir utiliser ce que tu en as tiré pour ta propre création. Il n'y a pas de création ex nihilo, ça n'existe pas. Non, là, tu parles de ça, je ressens ça actuellement avec Frank Carter, Angel Wings. Ah, j'adore. Quand tu l'écoutes, c'est fou, tu regardes les paroles, tout. D'ailleurs, alors pour tout vous dire, on parle de Frank Carter, donc qui est tatoueur aussi. Tatoueur. Donc on se retrouve chez Michel Tatou à Montpellier, qui nous accueille, donc on les remercie. Mais c'est comme quoi le monde est petit, puisqu'on revient sur des inspirations communes. Et cette chanson, c'est vraiment le type. Frank Carter, pour vous dire, c'est quelqu'un qui a écrit sur la pire journée de sa vie. Angel Wings, c'est la pire journée de sa vie. Il est passé juste à côté, il a frôlé l'overdose. Il raconte le processus ou comment il a voulu en finir.
par la drogue et comment il a réussi à s'en sortir. Ouais. Et sur live, il le raconte, il fait je suis passé par là, vous pouvez également passer Bien par là sûr. si vous connaissez les moments les plus terribles de votre vie. Bien sûr, et c'est des histoires de résilience. La résilience, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est mon pote Faisal Rida, que tu connais Oui, peut-être, bien sûr, qui est instructeur de jiu-jitsu brésilien, qui est un athlète incroyable, mais surtout un être humain incroyable, pour tout son parcours, son vécu et tout ce qu'il apporte aux autres. C'est un de mes meilleurs amis, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Et il a commencé à me parler de Cyrulnik, il a commencé à me parler de résilience. Et forcément, ça a fait écho parce que c'était quelque chose que j'ai connu toute ma vie sans savoir mettre un mot dessus. Et c'est devenu quelque chose de, encore une fois, presque obsessif, quoi. Ouais, bien sûr. Tiens, c'est vrai, ça, à chaque fois que je me casse la gueule, il y a un truc qui me pousse à me relever, même si parfois je reste longtemps par terre. Tu vois. Et c'est pour ça que j'ai écrit la chanson The Fighter sur mon dernier projet. C'est pour ça que je m'appelle Hermès Fury sur scène. Fury, ça vient de Tyson Fury. Et Tyson Fury, si c'est pas une des plus belles histoires de résilience des dernières années en termes de sport de combat et d'humain, je sais pas ce que c'est qu'une belle histoire de résilience, tu vois. Ouais. Donc là, on arrive sur une question culturelle puisque tu es d'origine syrienne, Exactement. qui n'est pas le pays le plus connu pour sa scène rock. T'es pas sûr. On va peut-être du coup briser quelques clichés. Puisque moi je me posais la question, je me disais, tu es quand même assez rock, tu as quand même une culture. C'est toi qui t'occupais des programmations musicales, des repas de famille ou... Non. Non, surtout pas. Non, j'ai grandi avec mes parents qui écoutaient typiquement de la musique proche-orientale. Beaucoup Fayrouz. Fayrouz qui est la grande dame, la diva libanaise. C'est une femme qui a des chansons qui sont incroyables. Hein. Moi, j'ai beaucoup entendu Fayrouz dans mon enfance, puis Farid Al-Atrash, Kulthum, plein d'autres artistes comme ça. J'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec les cassettes aussi des chants traditionnels de la communauté dont je suis issu, notamment les chants guerriers que mon père mettait en cassette dans sa voiture là, et qui étaient très puissant, c'est une musique qui est extrêmement puissante et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans énormément de musiques du monde et qui se retrouve aujourd'hui dans les musiques modernes par le biais des Afro-Américains, mais pas que, par le biais des Irlandais aussi et tout ça. C'est les chansons de travail ou les chansons de combat ou les chansons en fait de la vie de tous les jours. C'est souvent, t'as un lead qui va chanter une phrase et le reste lui répond. Tu vois? Et tu vas retrouver ça dans quasiment tous les styles musicaux. L'échange. Exactement. Tu as le lead qui chante une mélopée et il est répondu par tous les autres. Et tu retrouves ça dans les chants de coton, dans le negro spiritual et dans le gospel. Tu retrouves ça sur les bateaux irlandais, enfin les bateaux anglais qui étaient souvent avec des matelots irlandais, quand leur manière de chanter, les chantis comme on dit, tu vois. Tu le retrouves dans la musique arabe traditionnelle et ça existe dans le monde entier. C'est ce qui explique aussi pourquoi tu aimes le blues ? Complètement. Il y a ça, et puis après, il y a un truc qui s'explique pas. Je devais avoir 12 ans la première fois que j'ai entendu du blues. Je savais pas que ça s'appelait du blues. C'était en regardant Kunta Kinte. Tu sais, la série Kunta Kinte, là, qui racontait l'histoire d'un esclave et ensuite de ses descendants aux États-Unis. Et il y avait du blues. Et les voix m'ont bouleversé et j'en ai pleuré. Et j'ai très vite compris que la musique avait un effet sur moi assez particulier, quoi. Et là, voilà, j'ai découvert le blues comme ça, puis après le film Les Blues Brothers. Donc tu pars d'une période, tu avais quel âge pour ressentir ces inspirations qui du coup sont en dehors de ta famille, c'est les médias, c'est d'autres... 12 ans. Ouais, d'accord. Ouais, j'avais 12 ans. J'aime bien dire, en paraphrasant Gilles Scott-Heron, que c'est pas moi qui ai trouvé le blues, c'est le blues qui m'a trouvé. Ok. Ouais. D'accord. Là, tu vois, on va parler maintenant un peu plus au niveau, parce qu'on parle de stéréotypes, donc on véhicule des clichés à travers les pratiques, mais au divers aussi nos habits, nos looks. Donc tu es à la fois fighter, donc tu as le stéréotype avec les oreilles de lutteur. Ouais. Tu es tatoué. Ouais. T'as du piercing. Ouais. Comment tu vis tous ces clichés que tu véhicules ? Écoute, c'est marrant parce que je me fais souvent la remarque. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais à la fois, je suis plein de clichés et plein de paradoxes dans mes clichés.
Et je crois que c'est l'histoire de ma vie. Je crois que c'est aussi ce qui fait que ma musique et le personnage que je suis, tu vois, dans la vie de tous les jours ou sur scène, touche les personnes qui m'écoutent, en tout cas, tu vois. Je fais pas l'unanimité, j'en ai rien à foutre, au contraire, tu vois. C'est que j'ai toujours eu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que je suis d'origine syrienne, mais je suis né en France. J'ai toujours aimé le rap et j'ai toujours aimé le rock. J'ai été, par exemple, dans la rue, tu vois, j'étais considéré par les lascars comme un mec, comme un intello parce que j'étais plutôt bon à l'école. Mais à l'école, j'étais considéré comme un lascar parce que j'avais un comportement qui était celui-ci. Ensuite, dans le monde du rap, j'étais vu comme un bluesman ou un rocker parce que je faisais pas vraiment du rap. Et dans le monde du blues, et c'est encore arrivé la semaine dernière, là, il y a 2 jours, j'ai vu un report après un de mes concerts Hermès Fury en Bretagne, un journaliste blues a écrit qu'en gros, je faisais du rock hip-hop. Alors le seul truc hip-hop, il y a eu un moment un petit couplet rap parce que je voulais le poser, tu vois. Et puis surtout, finalement, le seul élément hip-hop qu'il y avait, c'était peut-être ma casquette, quoi, tu vois. Ah, tu sens que c'est le journaliste qui a appuyé là-dessus, il a vu quelque chose. Ouais, et puis en plus, c'était genre limite, ça fait pas l'unanimité, mais ils ont le mérite d'exister. Enfin, tu vois, genre une espèce de condescendance paternaliste, un truc de bouffon. Alors j'ai répondu avec énormément d'humour. Normalement, je réponds pas à ce genre de truc, tu vois. Je laisse le truc vivre parce que on parle de nous, donc quoi qu'il en soit, c'est bien, tu vois. Mais là, j'ai répondu un peu, et puis je me suis dit, putain, c'est dingue, hein. Ils s'arriveront pas à s'en empêcher. C'est-à-dire que quand je suis dans le monde du blues, je suis pas vu comme un bluesman, je suis vu comme un mec qui fait un mélange de blues et de musique urbaine. Alors que les mecs qui disent ça, c'est des vieux blancs de 50 ans qui n'ont jamais traversé les choses qu'ont traversé les gens qui ont inventé le blues. Et finalement, la corrélation entre eux et moi est vachement plus évidente qu'entre ces mecs-là qui statuent sur ce que c'est que le blues et cette musique. Ouais. Tu vois, genre, le blues, c'est la bande-son des opprimés. C'est une musique qui parle aux citoyens de seconde zone. Et tout mon vécu a fait de moi un citoyen de seconde zone. Et en plus non seulement un citoyen de seconde zone, mais par la force des choses, parce que j'étais une sorte d'extraterrestre, voilà, qui aimait des trucs que les milieux vers lesquels je voulais aller n'aimaient pas forcément. J'étais toujours un extraterrestre, tu vois. Je m'amuse à dire que j'avais tellement le cul entre deux chaises que j'ai appris à faire le grand écart. C'est difficile de rebondir. Ça peut faire une conclusion parfaite, c'est difficile. Non, mais écoute, là, le temps passe, donc j'ai une question, tu as le droit de ne pas répondre en honnêteté. Okay. Mais j'ai vu un jour un reportage d'Eddie Le Cartier qui disait un rocker, c'est un mec qui se drogue. Ouais. C'est un cliché ou pas? Oui et non. Moi, je me drogue pas. Par exemple, genre il y a plein de gens qui pensent, parce que je suis bavard, je suis assez confiant et tout ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que je me drogue. Pas du tout, j'ai jamais essayé la moindre drogue synthétique. Je fumais de la bœuf, je fumais de la sauge mexicaine pour faire des voyages spirituels, tu vois. Puis j'ai tout arrêté. Pour ouvrir les portes de la perception. Exactement, comme ce bon vieux Jim. Mais ouais, j'ai arrêté tout ça. J'aime bien boire un coup. Et je crois vraiment que si j'ai une addiction, c'est la vie, quoi. Ben écoute, ça se sent, ça s'entend. Et du coup, pour entendre, on va finir et on va dire, je vais te remercier. On va remercier les gérants de Michel Tatou pour nous avoir accueillis. Et pour t'entendre, on va finir sur un titre qui était au Willy Carter Sharp. Ouais. Donc au marché du Lez à Montpellier. Ça s'appelle No Love in the Street. Exactement. Voilà, peut-être que tu peux le dire mieux que moi parce que tu parles mieux anglais que moi d'ailleurs. Non, c'était très bien, hein. Non, moi ça me va. No Love in the Streets. Voilà, on termine avec cet extrait. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.